Papa a hurlé, tu n'es pas le fils que je voulais. Tu ne l'as jamais été. Maman a souhaité m'avoir avorté. J'ai ajusté ma veste, leur ai dit que j'allais cesser d'exister, et je suis parti. Ils sont revenus plus tard, quand tout autour d'eux s'est effondré, suppliant pour une chance que je n'ai pas promis de donner. Salut Reddit. Ma famille m'a traité comme leur solutionneur de problèmes intégrés toute ma vie. Un jour, j'ai finalement dit, non, je ne fais plus ça, et je suis parti. Il s'est avéré qu'ils n'étaient pas prêts à perdre leur main-d'œuvre gratuite. C'est vite devenu désordonné. Avant tout ça, voici comment tout a commencé. Mon nom est Jordan Holt. J'ai 27 ans et je travaille comme coordinateur junior des opérations dans une entreprise de logistique. Je vis seul depuis 3 ans maintenant. Mais la plupart des matins, je passais toujours chez mes parents avant le travail. Non pas parce que j'en avais envie. C'était l'habitude, l'obligation. Des années à être celui qui s'occupait de tout. J'ai grandi dans une maison où la responsabilité était quelque chose que l'on gagnait en étant le seul assez compétent pour la gérer. Mon père, Denny, a toujours été bruyant et impatient. Ma mère, Marianne, a le genre de causticité plus silencieuse. Elle ne crie pas, mais elle sait comment faire en sorte qu'une phrase frappe plus fort qu'un hurlement. Et ma sœur cadette, Kayla, 20 ans, a été traitée toute sa vie comme si elle était faite de verre. J'ai fini par être celui qui maintenait tout en marche. Ce matin-là a commencé comme tous les autres. Je suis entré avec la clé de rechange qu'ils n'avaient jamais pris la peine de cacher correctement. La maison avait le même aspect. Désordre sur le comptoir, courrier empilé de travers, une porte d'armoire qui pendait à son gond pour la 3e semaine consécutive. J'ai pris un tournevis dans le tiroir et j'ai réparé le gond. Un travail rapide. Ensuite, j'ai trié le courrier en facture, courrier indésirable et choses que Kayla aurait dû ouvrir il y a des semaines. Elle dormait encore, comme d'habitude. J'étais sur le point de laisser une note concernant la facture d'électricité en retard lorsque j'ai entendu des tiroirs claquer dans le salon. « Où diable est ma clé à molette ?» a murmuré papa assez fort pour tout le pâté de maison. Je me suis avancé dans l'embrasure de la porte. « Quelle clé à molette ?»« Celle que j'ai laissée juste ici. » Il a pointé un endroit vide sur la table basse comme si c'était une scène de crime. « Je n'ai pas touché à tes affaires, » ai-je dit. Il a grogné, a tiré un autre tiroir, puis un autre. Plus il criait, plus il était clair que cela ne concernait pas une clé à molette. « C'est toujours pareil avec toi, » a-t-il dit, sa voix devenant plus tranchante. « Tu entres ici en agissant comme si tu aidais. Mais tout ce que tu fais, c'est gâcher ce dont j'ai besoin. » Je n'ai pas réagi. J'ai littéralement réparé ta porte d'armoire il y a 10 minutes. Il s'est tourné vers moi, le visage tendu, la mâchoire serrée. « Tu es une disgrâce. » La pièce est devenue silencieuse de cette manière où on peut réellement le sentir. Il avait déjà dit des choses, rien de nouveau, mais celle-ci a atterri différemment parce qu'il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air de le croire. Avant que je puisse répondre, maman est entrée de la cuisine. Elle a dû en entendre assez pour savoir ce qui se passait car elle n'a même pas demandé quelle était la dispute. Elle a juste croisé les bras comme si elle attendait son moment. « Bien sûr qu'il est une disgrâce, » a-t-elle dit. « Regardez comment il tourne le dos à sa propre famille. » J'ai haussé un sourcil. « Je suis ici tous les matins. »« Oui, » a-t-elle dit d'une voix neutre. « Et d'une manière ou d'une autre, tu rends tout plus difficile. » Voilà. La routine habituelle de culpabilité. Je n'ai pas bronché. Papa a continué. « Tu n'es jamais là quand nous avons vraiment besoin de toi. Tout cet argent que nous avons dépensé pour t'élever. » M'élever ? J'ai ri une fois sous mon souffle. Je me suis élevé moi-même. Cela les a mis tous les deux hors d'eux. Ils ont commencé à parler l'un sur l'autre. Papa blâmant, maman critiquant, renvoyant chaque échec de leur vie sur moi comme si j'étais une cible facile. Je les ai laissés parler. Je n'étais papa plus. Mais ils n'avaient pas encore réalisé cela. Puis maman s'est rapprochée, les yeux fixés sur les miens, et l'a dit comme si c'était juste une autre phrase normale. J'aurais souhaité t'avoir avorté. Et la pièce est redevenue silencieuse. Pas de cris, pas de bruit pour briser la tension, juste cette phrase suspendue dans l'air. Elle n'avait pas l'air choquée de l'avoir dit. Au contraire, elle semblait satisfaite. J'ai regardé, puis papa. Ma voix n'a pas monté. Alors vous venez de me perdre.
C'était tout. J'ai ramassé ma veste sur la chaise, j'ai glissé un bras, puis l'autre. Sans me presser, sans main tremblante. Je n'ai pas claqué la porte en partant. J'ai juste marché dehors. Le retrait stratégique une fois dans ma voiture, je n'ai pas réfléchi. Mes mains ont bougé d'elles-mêmes, dirigeant vers le parc Greenview, l'endroit où j'allais à vélo quand j'étais enfant, quand la maison était trop bruyante. À l'époque, c'était le seul endroit où je pouvais m'entendre penser. Il s'est avéré que ça n'avait pas changé. La vieille camionnette de hot-dog était déjà là. Arlon, le gars qui la tenait, m'a fait un petit signe de tête. L'habituel, demanda-t-il. Oui. Il me l'a tendu sans un mot de plus. C'est ce que j'aimais chez lui. Il ne se mêlait pas de mes affaires, ne jugeait pas, traitait tout le monde de la même manière. J'ai pris le hot-dog et je me suis assis sur le banc que je prenais toujours quand les choses devenaient trop lourdes. Le troisième à partir de la gauche, à moitié sous le grand chêne. Puis j'ai sorti mon téléphone. Premièrement, j'ai annulé le remboursement de prêt que je couvrais pour papa et maman depuis les 3 dernières années. Puis le paiement des frais de scolarité de Kayla. Ensuite, j'ai ouvert les informations de contact d'urgence pour tous les comptes liés à leur adresse et je me suis retiré de chacun d'eux. Ensuite, je me suis connecté au forfait téléphonique familial et j'ai déconnecté ma carte. Après cela, j'ai supprimé les applications que j'utilisais pour leurs commandes d'épicerie, les rappels de factures, le classement de documents et la planification de trajets. Aucune hésitation, aucune culpabilité, juste enfin faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. Quand j'ai fini de manger, j'ai jeté l'emballage, je me suis levé et je suis retourné à ma voiture. J'ai conduit jusqu'à mon appartement, j'ai laissé tomber mon téléphone dans le tiroir de la cuisine et je l'ai fermé. L'appartement était exactement comme je l'aimais. Pas de désordre, pas de bruit, juste mon espace. Le silence comme oxygène. Je me suis réveillé le lendemain matin au son de mon téléphone vibrant sans arrêt à l'intérieur du tiroir de la cuisine où je l'avais jeté la veille. Je l'ai laissé sonner pendant 1 minute, puis j'ai finalement ouvert le tiroir et j'ai vérifié l'écran. 36 appels manqués, 22 SMS, tous des mêmes 3 personnes. Rien de surprenant. Je n'ai ouvert aucun message. J'ai coupé la sonnerie, mis le téléphone dans ma poche et je me suis habillé pour le travail. Même polo noir, même bottes de travail. Routine, prévisible, propre. Le trajet jusqu'au bureau était exceptionnellement calme. Le genre de calme que la plupart des gens appelleraient inconfortable. Pour moi, cela ressemblait à de l'oxygène. Quand je suis arrivé au centre de logistique, Trevor était déjà à son bureau, tapotant des courriels avec ce regard à moitié distrait qu'il avait toujours avant que le café ne fasse effet. Il a levé les yeux quand je suis entré. « Tu es en avance ?» a-t-il dit. Le trafic était léger, ai-je répondu, démarrant mon ordinateur. Trevor a plissé les yeux vers moi pendant 1 seconde. « Tu as l'air concentré. » J'ai haussé un sourcil. « Concentré, c'est mal ? » ?»« Non, mec. Juste différent. D'habitude, tu as l'air d'avoir couru un marathon avant d'arriver. » Il n'avait pas tort. Les matins chez mes parents me vidaient avant même que la journée ne commence. Aujourd'hui, je me sentais plus vif, plus éveillé. Je n'ai rien expliqué à Trevor, et il n'a pas insisté. C'était la bonne chose à son sujet. Il n'était pas comme la plupart des gens qui avaient besoin de chaque détail. Au milieu de ma première tâche, mon téléphone a recommencé à vibrer dans ma poche. Je l'ai ignoré jusqu'à la pause, puis j'ai vérifié l'écran. Kayla avait inondé mes messages d'un fil complet de paragraphes. « Où es-tu ? Maman pleure sans arrêt à cause de toi. Papa devient fou. Tu dois arranger ça tout de suite. Pourquoi agis-tu comme si c'était normal ? Réponds-moi. » L'outrecuidance dégoulinait pratiquement de l'écran. J'ai bloqué son numéro sans répondre. Avant que je puisse verrouiller l'écran, un autre appel est arrivé. Numéro inconnu. J'ai répondu uniquement parce que cela aurait pu être lié au travail. Jordan. La voix de Marianne est arrivée immédiatement. Faible, tremblante, faussement blessée. Tu nous fais peur. Pourquoi ferais-tu ça à ta propre famille ? Je ne lui ai pas donné la chance de monter en puissance. Mauvais numéro, ai-je dit et j'ai raccroché. Le reste de la journée a été normal. Courriel, planification, problème d'inventaire, bruit de chariot élévateur résonnant dans l'entrepôt. Rien de dramatique, rien de stressant. Pour une fois,
Tout était exactement comme il se devait. Quand mon service s'est terminé, j'ai conduit directement au parc Greenview. Le soleil était bas, le ciel de cette fin de journée orange qui rendait tout plus chaud que ça ne l'était. La camionnette de hot-dog de Harlon était garée à son emplacement habituel. Il m'a vu arriver et a hoché la tête. « Tu as l'air plus léger aujourd'hui. »« Je suppose que je le suis, » ai-je dit. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas insisté, m'a juste donné mon habituel et est retourné essuyer son comptoir. C'était tout ce dont j'avais besoin. Reconnaissance tranquille. Pas d'interrogatoire. J'ai mangé sur le même banc que la veille. Les gens promenaient des chiens, faisaient du jogging, bavardaient, vivaient leur vie. Pas de chaos, pas de cris, pas de culpabilité, juste des gens qui s'occupaient de leurs affaires. Quand j'ai fini, j'ai jeté l'emballage et j'ai conduit chez moi. L'appartement était exactement comme je l'aimais. Propre, calme et mien. J'ai pris une douche, j'ai préparé un dîner simple et je me suis installé sur le canapé pour vérifier quelques tâches pour le jour de travail suivant. Vers 21h15, les coups ont commencé. Au début, j'ai pensé que quelqu'un à l'étage avait laissé tomber des meubles, mais ensuite, c'est revenu. Fort, sec, directement contre ma porte d'entrée. Jordan. La voix de Kayla a fendu le couloir. Ouvre la porte. Je n'ai pas bougé. Elle a frappé à nouveau, plus fort. On ne peut pas payer les factures. Maman panique. Papa crie. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. Je n'ai même pas déverrouillé. Je me suis juste tenu assez près pour qu'elle m'entende clairement. Rentre chez toi, ai-je dit, le ton stable. Je ne vous dois rien. Il y eut une longue pause, comme si elle ne pouvait pas comprendre à quel point j'étais calme. Puis elle a explosé. Tu es sérieux? Tu vas juste te cacher là-dedans? Tu es incroyable. Rentre chez toi, ai-je répété. Même ton, même distance. Silence, puis un bruit frustré, étouffé, moitié pleurs, moitié colère. Elle a frappé la porte une fois avec sa paume. Très bien, a-t-elle claqué. Reste là-dedans. Ne t'attends pas à ce que nous soyons là quand tu décideras de ramper. Je n'ai pas répondu. Un instant plus tard, ses pas s'éloignèrent dans le couloir, résonnant jusqu'à la porte de l'escalier avant qu'elle ne claque. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai éteint la lumière du couloir et je suis retourné à mon canapé. Pas de main tremblante. Pas de culpabilité, pas de pression, juste le même calme avec lequel je m'étais réveillé. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais m'entendre respirer. La chute de l'outil le lendemain matin a commencé comme n'importe quel autre jour de travail. Je me suis réveillé avant mon réveil, j'ai pris une douche rapide, j'ai attrapé une barre de céréales en sortant et je me suis dirigé vers le bureau. Pas d'appel téléphonique car mon téléphone était toujours silencieux, toujours rempli de messages que je n'avais aucun intérêt à lire. Au travail, tout semblait normal. Les rapports d'inventaire sont arrivés en retard. Un chauffeur de camion s'est plaint d'un changement d'itinéraire. Quelqu'un a mélangé 2 étiquettes de palettes. Les mêmes problèmes de routine. Rien de compliqué. J'ai passé la majeure partie de la matinée à vérifier des documents et à organiser de nouveaux horaires d'expédition. Trevor est passé devant mon bureau vers 10h. Ça va aujourd'hui? Oui, ai-je dit, scannant une feuille de code-barre. Il haussa les épaules. Tu as l'air stable, moins distrait. Rupture nette, ai-je répondu. Il n'a pas demandé de détails. Il savait qu'il valait mieux ne pas fouiner. À l'heure du déjeuner, j'avais besoin d'un peu d'air. Non pas à cause du stress, juste par habitude. J'ai attrapé ma veste et je suis sorti. Le temps était clair, un peu frais, mais assez agréable pour marcher quelques pâtés de maison. Notre bâtiment était situé près d'une zone commerciale avec quelques chantiers de construction éparpillés. Un nouveau complexe de bureaux en construction. Beaucoup d'échafaudages et de cônes oranges partout. J'ai marché sur le même itinéraire que d'habitude. En bas du pâté de maison, de l'autre côté de la rue, devant une ligne de food truck qui n'était qu'à moitié ouvert à cette heure. Rien d'inhabituel. Quelques ouvriers en casque de sécurité se criaient des mesures à travers l'échafaudage. Un chariot élévateur a bipé en reculant. Bruit de ville, tout simplement.
J'étais en train de vérifier la rue avant de traverser vers un trottoir ombragé lorsque j'ai entendu quelqu'un crier d'en haut, « Attention !» Je n'ai même pas eu le temps de lever les yeux. Quelque chose de lourd a cogné contre mon épaule gauche et une partie de mes côtes, me déséquilibrant sur le côté. Le monde a perdu son équilibre pendant une seconde, comme si quelqu'un poussait le sol en biais. L'impact n'a pas été suffisant pour me faire tomber instantanément, mais j'ai trébuché en arrière et j'ai heurté ma paume contre un lampadaire pour me stabiliser. Un outil en métal, peut-être une clé à molette, peut-être quelque chose de similaire, a claqué sur le trottoir à côté de moi. Un ouvrier a juré d'en haut. Et, ça va là-dessous ? J'ai pris une respiration. Mes côtes piquaient et mon épaule brûlait comme si quelqu'un avait appuyé sur une ecchymose fraîche, mais je suis resté debout. Je vais bien, ai-je dit. Ma voix était égale. Quelques personnes marchant à proximité se sont précipitées de toute façon. Mec, cette chose est tombée fort, a dit l'un. Tu es sûr que ça va ? Je suis debout, ai-je répondu. Néanmoins, le chef de chantier a couru depuis l'autre côté du trottoir, l'inquiétude se lisant sur son visage. Monsieur, nous devons vous faire examiner. Vous avez pris un coup. Avant que je puisse refuser, 2 de mes collègues qui revenaient de la charcuterie m'ont vu et se sont précipités. Jordan, qu'est-ce qui s'est passé ? Un outil est tombé, ai-je dit. Je vais bien. Ils ne l'ont pas cru. Le gérant a insisté pour appeler les services d'urgence juste pour être sûr. Mes collègues l'ont soutenu et je n'étais pas d'humeur à discuter du bon sens. Alors, je les ai laissés me guider pour m'asseoir sur une marche en béton basse pendant que quelqu'un appelait. La douleur dans mes côtes s'est légèrement accentuée quand j'ai inspiré, mais c'était gérable. Pas de panique, pas de drame. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, m'ont examiné et m'ont dit que je devais aller passer des radiographies pour être sûr que rien n'était fissuré. J'ai hoché la tête, je les ai laissés m'aider à me lever et je suis monté avec eux à la clinique la plus proche. La clinique était petite, juste quelques chambres, une zone de réception et cette odeur stérile que tous les bâtiments médicaux semblent avoir. Ils ont vérifié mes signes vitaux, ont touché mon épaule et m'ont envoyé pour des scanners rapides. Le médecin est entré après et m'a dit que cela ressemblait à des ecchymoses, peut-être une entorse mineure, mais pas de fracture. Chanceux, a-t-il dit. J'ai tendance à l'être, ai-je répondu. Ils m'ont donné de la glace, ont enveloppé mon épaule, ont imprimé les papiers de sortie et m'ont dit de me reposer pour la journée. Je me suis assis sur la table d'examen pendant un moment avant de sortir mon téléphone de ma poche pour la première fois depuis le matin. Plus d'appels manqués. Cela ressemblait au chaos condensé sous forme numérique. J'ai écouté un message vocal sans vraiment le vouloir. Il a commencé au milieu des pleurs. La voix de Kayla tremblait, parlant de factures, de papa qui crie, de maman qui fait les 100 pas, quelque chose à propos de tu ne peux pas juste disparaître. Je l'ai supprimé instantanément. Un autre message vocal était la voix de ma mère, dramatique comme toujours, affirmant qu'il ne savait pas ce qui m'était arrivé et comment pouvais-je être si égoïste. Supprimé. J'ai fixé l'écran pendant une seconde et j'ai marmonné, prévisible. Puis j'ai éteint complètement le téléphone et je l'ai glissé dans ma poche. L'infirmière est revenue, m'a donné mes papiers et m'a demandé si j'avais besoin de quelqu'un pour venir me chercher. Je lui ai dit non et je suis sorti seul. L'air frais à l'extérieur était plus froid sur ma peau, plus vif contre l'épaule contusionnée, mais ça faisait du bien. J'ai pris un taxi pour rentrer à mon appartement, je suis monté lentement, la douleur aux côtes était ennuyeuse, mais pas grave, et j'ai déverrouillé la porte. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé. Calme, organisé, mien. J'ai posé les papiers sur le comptoir, j'ai pris une poche de glace du congélateur et je me suis assis sur le canapé. Il n'y avait pas d'alarme, pas de pas frénétique, personne ne criait d'une autre pièce, juste un endroit où rien n'exigeait rien de moi. J'ai reposé mon épaule, je me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux pendant quelques minutes, laissant le calme s'installer. Je ne me sentais pas coupable de n'avoir appelé personne. Je ne me sentais pas obligé de les informer. Ils ne faisaient plus partie de ma vie. Et le silence était meilleur que n'importe quelle excuse qu'ils auraient pu donner. Le parking le lendemain de la visite à la clinique, mon épaule me faisait encore mal, mais ce n'était pas suffisant pour me garder à la maison. J'ai rallumé mon téléphone et je l'ai laissé silencieux, puis j'ai conduit au travail comme d'habitude, je me suis garé à ma place habituelle et je me suis dirigé vers l'entrée avec un café à la main. Rien ne semblait étrange. Pas d'avertissement, pas de tension, juste un autre matin.
J'étais à peine entré que la réception a contacté mon département par radio. Jordan Holt, pouvez-vous venir au parking? Quelqu'un vous demande. Et je savais déjà qui. Je me suis retourné et je suis ressorti. Dès que les portes automatiques se sont ouvertes, j'ai entendu la voix de Denny résonner dans le parking. Forte, en colère, le genre de cri qui porte par-dessus les moteurs et le béton. Le voilà, cria-t-il, me pointant du doigt comme si j'étais un criminel pris sur le fait. Tu crois que tu peux juste nous ignorer? Tu crois que tu peux t'enfuir et laisser toute ta famille brûler? Quelques employés se sont arrêtés en plein milieu de leur pas pour regarder. J'ai marché vers lui lentement, stable, ne réagissant pas à l'attention. Tu ne devrais pas être ici. Tu dois rentrer à la maison, a-t-il aboyé. Répare ce gâchis que tu as fait. Je n'ai rien fait. Tu gères les conséquences de tes propres choix, ai-je dit. Il s'est approché, le visage rouge. Ne me parle pas comme si j'étais un idiot. Tu t'es montré à mon travail en criant dans un parking, ai-je dit. Tu agis comme un idiot. Cela l'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Il a pointé un doigt vers ma poitrine, mais je l'ai arrêté avec un regard avant même qu'il ne me touche. Tu ne me contrôles pas, ai-je dit. Quitte la propriété. Il a eu l'air abasourdi pendant une demi-seconde, puis est revenu 2 fois plus fort. Petit ingrat. Tu penses que tu es meilleur que nous? Tu penses que tu peux partir et prétendre que tu n'as pas de famille? Ta mère n'a pas dormi depuis que tu es parti. Ta sœur perd la tête, et tu restes là à agir comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Les gens regardaient vraiment maintenant. Un conducteur de chariot élévateur près du quai de chargement s'est arrêté pour regarder. Quelques employés de bureau se tenaient à l'entrée, faisant semblant de vérifier leur téléphone, mais écoutant manifestement. Denny a continué, la voix brisée par la rage. Tu penses que tu es si dur. Tu penses que tu es un grand homme maintenant? Eh bien, devine quoi? Tu n'es rien sans nous. La responsable des RH, Lisa, s'est interposée entre nous. Vous ne pouvez pas être ici. C'est une propriété privée. Denny l'a ignoré. C'est entre mon fils et moi. Non, dit Lisa. C'est entre vous et les lois sur l'intrusion. Vous devez partir maintenant. Denny avait l'air de vouloir argumenter, mais 3 autres membres du personnel s'étaient approchés, et il n'était pas assez stupide pour tenter quoi que ce soit devant un public. Il m'a pointé du doigt une dernière fois. Ce n'est pas fini pour toi, ai-je dit. Pas pour moi. Il est parti en trombe vers son camion, claquant la porte assez fort pour faire trembler tout le cadre. Tout le monde l'a regardé sortir du parking. Lisa s'est tournée vers moi. Ça va? Je vais bien. Avez-vous besoin de déposer un rapport? Non. Elle a hésité, attendant probablement quelque chose d'émotionnel ou de secoué. Mais quand je l'ai simplement regardée calmement, elle a hoché la tête et est partie. Je suis rentré, j'ai pointé et j'ai commencé mes tâches comme si rien ne s'était passé. Environ 1 heure plus tard, Trevor est entré après sa pause avec un air confus sur le visage. Mec, ton père? Il est parti, ai-je dit. J'ai entendu la moitié de l'entrepôt en parler, a-t-il dit. Tu as géré ça mieux que je ne l'aurais fait. Pas difficile, ai-je dit. Il a fait la plupart du travail en criant. Trevor a souri et est retourné à son bureau. Pendant un moment, les choses sont restées calmes. Pas d'appel, pas d'apparition surprise. J'ai pensé que Denny s'était épuisé et était probablement à la maison en train de se défouler sur Marianne, répétant tout le discours avec des dramatisations supplémentaires. Puis le téléphone de Trevor a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'identité de l'appelant, a froncé les sourcils et est sorti de la zone de bureau. À travers la fenêtre, j'ai pu voir ses sourcils se lever d'incrédulité. Puis il a commencé à faire les 100 pas. Quand il est revenu, il avait l'air assez énervé pour frapper un mur. Mec, ta mère m'a appelé. J'ai posé mon stylo. Elle quoi? Elle m'a appelé, a-t-il répété plus fort. Je ne sais même pas comment elle a eu mon numéro. Elle commence à divaguer sur la façon dont tu as abandonné tes responsabilités et dont tu laisses ta famille se noyer, me demandant de te convaincre de leur parler. Je n'ai pas réagi. Que as-tu dit? Trevor secoua la tête. J'ai craqué. Je ne vais pas mentir. Je lui ai dit de gérer ses propres problèmes et d'arrêter de t'entraîner dans leur désordre. Je lui ai dit que tu n'étais pas leur serviteur.
J'ai laissé échapper un souffle lent. Pas de colère, juste de l'agacement face à toute la situation. Je me disais qu'elle allait essayer ça. Tu n'es pas en colère que j'ai dit quelque chose? Non, ai-je dit. Tu as dit ce qui devait être dit. Il hocha la tête, toujours fumant. Bien, parce que cette femme est épuisante. Le travail s'est terminé normalement. Pas d'autres appels, pas d'autres parents criant dans le parking. Plus d'implication des RH, mais tout cela laissait un bourdonnement dans l'air, comme l'entrepôt après un exercice d'incendie. Tout le monde était de retour à sa place, mais toujours sous tension. Après avoir pointé, j'ai conduit au parc Greenview. Même banc, même espace familier. J'ai acheté un hot dog, je me suis assis sur le banc et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi. La tempête de leur côté avait commencé. La mienne était déjà terminée. La conséquence, le mot a dû circuler chez les Holt que je ne céderais pas, car après la scène du parking, les appels ont ralenti. Non pas parce qu'ils acceptaient quoi que ce soit, mais parce qu'ils étaient trop occupés à s'effondrer. Je ne l'ai pas vu de première main, mais les preuves sont apparues morceau par morceau. Le premier signe est arrivé un mercredi matin lorsqu'un avis de service public en retard est apparu dans mon courriel. J'étais le contact de secours pour la compagnie d'électricité parce que mes parents ne vérifiaient jamais leur boîte de réception. Même si j'avais déjà retiré ma carte et supprimé mon nom comme contact, un rappel automatisé égaré s'est glissé dans ma boîte de réception. Dernier avertissement avant déconnexion. Plus mon problème. Un jour plus tard, Kayla m'a accidentellement envoyé une photo qui ne m'était pas destinée. Une photo floue des lumières de la cuisine éteintes. Papa lui criant dessus avec une lampe de poche à la main. Elle a annulé l'envoi immédiatement, mais j'avais déjà vu l'aperçu de la notification. Je n'ai pas répondu. À la fin de la semaine, Trevor et moi étions en train de charger des données d'expédition dans le système lorsqu'il a levé les yeux vers moi. Tu as l'air différent ces derniers temps. Comment, ai-je demandé. Tu ne portes plus cette tension bizarre que tu avais. Tes épaules ne sont plus remontées jusqu'à tes oreilles. Couper les poids morts fait des merveilles, ai-je dit. Il a ri. Je vais voler ça. La vie était simple pour moi. Travail, maison, parc, calme. Pour eux, c'était le contraire. D'après ce qui filtrait, tout ce que je gérais s'effondrait tâche par tâche. Kayla ne pouvait pas comprendre son portail étudiant sans que je ne lui donne la béquée. Son SMS m'est resté non lu, mais je pouvais voir les premiers mots en aperçu. Je ne sais pas comment soumettre ce formulaire. J'ai manqué une date limite. Papa me blâme. J'ai bloqué ce nouveau numéro aussi. Puis la tempête a frappé plus fort. Le vendredi après-midi, mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé sonner, mais quelque chose m'a dit de vérifier le message vocal. La voix de Marianne a rempli la ligne, furieuse et paniquée. Ton père s'est blessé. Il a glissé dans le garage en essayant de réparer le générateur parce que tu n'étais pas là pour aider. Il ne peut pas bouger son poignet. Tu dois venir le conduire aux urgences. C'est ta faute, Jordan. Je l'ai rejoué juste pour être sûr d'avoir bien entendu le ton. Colère, pas d'inquiétude. Stress, pas d'urgence. Le même vieux schéma. Je l'ai rappelé une fois. Une seule fois. Elle a répondu au premier coup. Jordan, enfin. Appelle un Uber ou appelle Kayla, ai-je dit. J'ai fini. Elle a aspiré une respiration aiguë comme si elle avait été giflée. Comment oses-tu? J'ai raccroché. 30 secondes plus tard, un flot de messages est arrivé, mais je n'ai pas pris la peine de les lire. J'ai bloqué le numéro et je suis retourné à ce que je faisais, comparant des listes de voitures en ligne. Je conduisais la même vieille berline depuis l'université. Elle fonctionnait bien, mais je pouvais me permettre mieux. Et avec tout le chaos derrière moi, c'était le bon moment pour passer à la vitesse supérieure. J'ai trouvé un SUV d'occasion propre, avec peu de kilomètres, à un bon prix, et le concessionnaire n'était qu'à quelques pâtés de maison du travail. J'ai programmé une visite pour le lendemain. Le samedi matin, je l'ai essayé. Moteur fluide, intérieur propre, pas d'odeur bizarre ni de cliquetis. Je l'ai acheté en 1 heure. Quand je suis entré dans le parking de mon appartement, cela ressemblait à un pas en avant. Pas symbolique, pas dramatique, juste une amélioration pratique. Quelque chose pour moi, enfin. À l'intérieur de l'appartement, j'ai maintenu l'élan.
Je dormais sur un vieux cadre de lit depuis des années, principalement parce que je n'avais jamais pris le temps de le remplacer entre le travail et l'occupation des problèmes des autres. Alors, j'ai commandé un cadre en chêne approprié et un nouveau matelas. Ensuite, je me suis occupé du salon. J'ai sorti les vieux meubles, j'ai changé la table basse, remplacé une lampe, réarrangé les étagères. L'endroit ressemblait maintenant à un vrai adulte y vivait, pas quelqu'un qui se précipitait toujours pour faire des courses pour les autres. Le lundi matin, je me suis présenté au travail dans le nouveau SUV. Trevor est passé devant moi alors que je me garais et a sifflé. « Merde, regarde-toi. » J'avais besoin d'une amélioration, ai-je dit. Il a tapoté légèrement le capot. « Tu as bonne mine, mec. Comme si tu avais enfin dormi plus de 3 heures cette semaine. » J'ai dormi. « Sérieusement, a-t-il dit, baissant la voix. Je ne sais pas ce que tu as coupé dans ta vie, mais continue à couper. J'ai souri. Poids mort. Il a ri à nouveau. Exactement. Le travail a coulé facilement ce jour-là. Tâche claire, problème simple, rythme prévisible. Pas d'explosions inattendues, pas d'interruptions chargées de culpabilité. Mon téléphone est resté silencieux, mais je pouvais voir les appels manqués s'empiler chaque fois que je vérifiais l'écran de verrouillage. Plus d'appels manqués, tous ignorés, tous non pertinents. Vers l'heure du déjeuner, Trevor m'a donné un coup de coude. « Tes parents te harcèlent toujours ? » Probablement. J'ai glissé le téléphone dans mon tiroir. « Je m'en fiche. »« Bien, » a-t-il dit. « Ils ont l'air très lourds. »« Ils l'ont toujours été. » Après le travail, j'ai conduit au parc Greenview. La camionnette de Harlon était là, de la vapeur s'élevant du grill. Il m'a donné mon habituel sans que je le demande. « Tu as l'air plus stable chaque jour, » a-t-il dit. « C'est ce que je ressens. » Il a hoché la tête vers le banc. « Continue. » Je me suis assis, j'ai mangé et j'ai regardé la lumière s'estomper. Le calme n'était pas forcé. Il n'était pas fragile. C'était juste la nouvelle normalité. Et le chaos de l'autre côté, cela appartenait aux gens qui l'avaient créé. La dernière limite la semaine après que Denny se soit blessé au poignet a été étrangement calme. Pas un silence réel. Mon téléphone vibrait toujours sans arrêt lorsque j'oubliais de le poser face contre terre. Mais le genre de calme où aucun de leurs bruits ne m'atteignait plus. Je travaillais, dormais, mangeais et maintenais ma routine. Rien ne m'a déséquilibré. Mais les gens comme mes parents ne laissent pas les choses s'éteindre. Quand ils ne peuvent pas attirer l'attention d'une manière, ils en trouvent une autre. Et cette fois, ils ont décidé de faire preuve de créativité. C'est arrivé un jeudi soir. Je venais de finir de nettoyer après le dîner lorsque mon téléphone s'est allumé avec un appel de Trevor. Pas un SMS, un véritable appel. Et il n'appelait jamais à moins que quelque chose ne soit grave. J'ai répondu immédiatement. Quoi de neuf? D'accord, ne panique pas, a-t-il dit, l'air déjà irrité. Tes parents sont à mon appartement. J'ai marqué une pause et je me suis assis sur la coudoir de mon canapé. Qu'est-ce que tu veux dire à mon appartement? Comme dehors ma porte en ce moment. J'entendais des cris en arrière-plan, étouffés, mais agressifs. Il frappe dessus depuis 5 minutes. Il crie ton nom comme si tu vivais ici. J'ai fermé les yeux brièvement, non pas à cause du stress, juste de l'ennui. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils m'ont volé? Que je t'ai retourné contre eux. Ils exigent que je t'appelle et que je te force à leur parler. Il a soufflé rapidement. Je suis sur le point de péter les plombs. Ouvre la porte juste un peu, ai-je dit. Dis-moi ce qui se passe. Je l'ai déjà fait. Attends. Le téléphone s'est étouffé lorsqu'il l'a posé un instant. J'ai entendu les charnières grincer. Puis la voix de Trevor, forte et tranchante. Arrêtez de me harceler. Réglez vos propres vies. Jordan ne vous appartient pas, la voix de Denny a éclaté en arrière-plan. Tu trouves ça drôle? On sait qu'il t'écoute. Dis-lui d'arrêter d'agir comme un. La porte a claqué assez fort pour résonner dans le téléphone. Trevor l'a repris. J'en ai fini avec eux, mec. Ils ont franchi une ligne, ai-je dit, calme comme jamais. Je vais m'en occuper. Il crie toujours dans le couloir, murmura-t-il. N'ouvre plus la porte, ai-je dit. S'ils ne partent pas, appelle le gérant de ton immeuble ou la sécurité. Déjà fait.
Ils sont en route. Il a expiré. Je voulais juste que tu saches que ces gens sont fous. Je sais, ai-je dit. Merci d'avoir appelé. Quand l'appel a pris fin, j'ai fixé l'écran vide pendant un moment, puis j'ai tapé un message à mes parents. Aucune émotion, aucune explication, juste une seule ligne finale. N'impliquez plus mes amis. Dernier avertissement. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai posé le téléphone face contre terre. 10 minutes se sont écoulées, puis 20. Aucune réponse. Pour la première fois depuis un moment, le silence signifiait vraiment quelque chose. Non pas la paix, juste la pause avant qu'une tempête ne change de direction. Le lendemain matin, un nouveau SMS est arrivé sur mon téléphone, provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le style d'écriture de Kayla était évident, cependant. J'ai déménagé. Il n'arrête pas de se battre. C'est l'enfer. J'ai supprimé le message sans répondre. Pas mon cirque. Pas ma mission de sauvetage. Le vendredi soir, j'avais besoin d'une pause de la ville. Alors, j'ai fait une petite valise, je suis monté dans mon SUV et j'ai roulé 2 heures jusqu'à une ville tranquille au bord d'un lac que j'avais visité une fois à l'université. Pas de plan, pas d'obligation, juste des routes ouvertes, de l'air calme et un espace qui m'appartenait. J'ai loué un petit chalet pour le week-end, j'ai marché sur les sentiers, j'ai mangé dans un dîner qui servait de bonnes crêpes et j'ai dormi sans entendre le moindre bourdonnement de téléphone. C'était la première fois depuis des années que toute ma journée n'était pas planifiée autour des problèmes de quelqu'un d'autre. Quand le dimanche après-midi est arrivé, j'ai repris la route en me sentant plus vif, plus stable. Je me suis arrêté au parc Greenview avant de rentrer. Arlon a levé les yeux du grill à mon approche. « Tu as l'air de quelqu'un qui a finalement tracé la ligne », a-t-il dit. Je l'ai fait. Il a hoché la tête une fois. Bien. Certaines personnes ne comprennent les limites que lorsqu'elles les heurtent de plein fouet. Oui, ai-je dit. Quelque chose comme ça. Il m'a tendu mon habituel sans me faire payer. Je n'ai pas argumenté. Parfois, le respect est son propre langage. Pendant que je mangeais sur mon banc, la brise déplaçant les feuilles autour de moi, je me suis demandé ce qui se passait chez les Holt. Je n'ai pas eu à me le demander longtemps. L'information avait une façon de m'atteindre même quand je ne la voulais pas. Ce soir-là, une cousine à qui je ne parlais jamais m'a envoyé un message direct qui était essentiellement une seule phrase. « Tes parents sont en train de devenir fous. Ils se disputent sans arrêt depuis mardi. » Je n'ai pas répondu, mais le message m'en a dit assez. À la maison, la situation avait dégénéré en quelque chose de laid. Denny et Marianne ne se disputaient pas seulement. Ils explosaient en cris. Le blâme rebondissant. Kayla prise entre deux feux. Meubles claqués, portes claquées plus fort. Toute la pression qu'il me déversait avant n'avait plus nulle part où aller maintenant, alors elle s'est tournée vers l'intérieur. Le retour au banc, la poussée finale est arrivée le dimanche soir. Je ne l'ai pas entendu moi-même, mais la cousine a mis à jour le fil de messages. Il lui a dit qu'elle avait tout ruiné. A dit qu'il regrettait d'être resté avec elle. Elle a répliqué. Ils pètent les plombs tous les deux. Ils s'étaient complètement retournés l'un contre l'autre, et pour une fois, rien de tout cela n'avait quoi que ce soit à voir avec moi. 4 jours se sont écoulés dans un silence complet de la part des Holt. Pas d'appel, pas de nouveaux numéros, pas de cris dans les couloirs, juste du calme, le genre qui ne semblait plus temporaire. À ce moment-là, il n'avait plus personne sur qui s'appuyer. Kayla avait déménagé. Mon cousin a dit qu'ils étaient trop occupés à se déchirer mutuellement pour continuer à prétendre que tout était de ma faute. Le 5e matin, pendant que je préparais le petit déjeuner, mon téléphone s'est allumé avec un seul SMS d'un numéro inconnu. Marianne encore. Évidemment. Nous devons parler. Nous voulons prendre nos responsabilités. Je l'ai fixé un instant, pas surpris, pas ému, juste le notant. Ce n'était pas leur tactique habituelle. Trop court, trop calme, trop direct. S'ils essayaient quelque chose de manipulateur, ils auraient utilisé plus de mots. J'ai répondu par une seule phrase. Parc Greenview 18h. Rien d'autre. Le reste de la journée, j'ai travaillé normalement, géré la planification, mis à jour les manifestes, vérifié l'entrepôt. Trevor a demandé si les choses s'étaient calmées. Pour l'instant, ai-je dit. Tu vas les rencontrer? Oui. Il a hoché la tête comme s'il comprenait tout sans avoir besoin des détails.
À 6 heures, j'ai conduit jusqu'au parc. L'air était frais, le ciel s'estompait vers le soir. Arlon fermait son chariot, essuyant le grill. Il m'a repéré. Grande soirée, demanda-t-il. Quelque chose comme ça. Il n'a pas demandé plus, a juste hoché lentement la tête et arrangé. C'est pourquoi j'aimais cet homme. Je suis allé au 3e banc sous l'arbre, le même endroit où j'étais assis le jour où je suis parti. Quelques minutes plus tard, je les ai vus s'approcher du parking. Denis et Marianne. Tous deux avaient l'air épuisés, comme si la lutte avait été drainée d'eux de force. Pas de posture vive, pas d'orgueil gonflé, juste deux personnes qui avaient encaissé trop de coups de suite. Ils se sont arrêtés à quelques mètres. « Pouvons-nous nous asseoir ?» demanda Marianne. « Allez-y », ils se sont assis à l'autre bout du banc, laissant de l'espace. Denis a regardé le sol d'abord, puis moi, puis le sol à nouveau. Rien que cela me disait à quel point les choses s'étaient effondrées dans leur maison. Marianne a été la première à parler. « Nous avons fait des erreurs », a-t-elle dit. Pas de ton doux, pas d'artifice, juste des mots simples. Nous avons dit des choses terribles. Des choses que je n'aurais pas dû dire à qui que ce soit, surtout à mon fils. Denis a hoché lentement la tête. Nous avons tout mis sur toi. Des choses qui n'étaient pas à toi de porter. Nous dépendions de toi parce que tu t'en occupais toujours. Et quand tu as finalement arrêté, nous ne nous sommes pas blâmés. Nous t'avons blâmé. Marianne a joint ses mains. Notre maison a été un désastre sans toi. Mais pas parce que tu es parti, mais parce que nous ne savions pas comment faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Ils ne pleuraient pas. Ils n'essayaient pas de faire une scène. Ils avaient juste l'air fatigués. Denis a pris une lente respiration. J'ai été en colère pendant longtemps, au travail, à cause de l'argent, contre moi-même. Et je me suis déchaîné sur toi parce que c'était plus facile et parce que tu ne ripostais jamais. Il a fait une pause. Mais tu l'as fait, et nous l'avons mérité. Marianne m'a regardé. Pas d'excuses. Pas de mais tu as fait ça ou mais tu as dit ça. Nous avions tort. Complètement tort. C'était nouveau. L'ancienne version d'elle n'aurait pas tenu 3 secondes dans une excuse sans rediriger le blâme. J'ai écouté sans interrompre. Pas de hochement de tête, pas de réconfort, pas de leur donner une récompense émotionnelle, juste écouter. Denis a pris une lente respiration. Nous comprenons pourquoi tu es parti et nous comprenons pourquoi tu ne nous as pas parlé. Marianne a ajouté plus doucement. Nous ne nous attendons pas à ce que tu reviennes. Nous ne nous attendons pas à ce que tu répares quoi que ce soit. Nous avions juste besoin de le dire. Le silence s'est installé un instant. Pas tendu, juste immobile. Quand ils ont eu fini, j'ai répondu de la même manière que j'avais géré tout depuis le jour où je suis parti. Calme, direct, contrôlé. Je ne promets pas le pardon, ai-je dit. Je ne sais pas quand ni si cela arrivera. Mais je suis prêt à avoir une conversation si vous restez respectueux. Ils ont hoché la tête immédiatement. Pas de dispute, pas d'attitude défensive. Bien sûr, dit Marianne. Juste, ajouta Denis. Nous n'avons pas fait de câlin. Nous ne sommes pas soudainement devenus une famille parfaite. Nous sommes restés assis là quelques minutes de plus, faisant des conversations simples et neutres. Le temps, le travail, des choses qui ne touchaient à rien de douloureux. Ce n'était pas chaleureux, mais ce n'était pas hostile, juste stable. Finalement, ils se sont levés. Merci de nous avoir rencontrés, dit Marianne. Denis m'a regardé une fois de plus. Nous allons te donner de l'espace. Du vrai espace. Pas celui que nous prétendions donner. Bien, ai-je dit. Ils sont retournés vers le parking. Pas de cris, pas d'exigence, pas de culpabilité jetée par-dessus leurs épaules en partant. Juste deux personnes face au désordre qu'elles avaient créé. Je suis resté sur le banc encore un moment, regardant le ciel s'assombrir derrière les arbres. L'air semblait plus pur d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être que je respirais juste plus facilement maintenant que la conversation était terminée. Plus de tension, plus de bruit bourdonnant dans le fond de ma tête, juste le parc s'installant dans la soirée. En rentrant, mon téléphone a vibré 2 fois. Pas un appel. 2 messages. Le premier était de Kayla. J'avais débloqué son numéro plus tôt, principalement pour qu'elle n'utilise jamais tu ne m'as jamais laissé m'excuser comme nouvelle excuse. Je sais que je n'ai pas été gentil avec toi.
Je travaille sur des trucs. Quoi qu'il en soit. Tiens. Et juste en dessous, le deuxième message est apparu. Un mème aléatoire. Un chat coincé dans un panier à linge avec la légende « à l'aide ». Classique d'elle. Pas émotionnel, pas dramatique, pas une excuse complète, mais la chose la plus proche qu'elle ait jamais faite pour admettre qu'elle avait tort sans se cacher derrière des cris ou des excuses. J'ai souri. Pas sentimental, pas doux, juste reconnaître le changement. Pour une fois, personne n'exigeait rien de moi. Personne ne me tirait. Personne ne m'utilisait comme béquille. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était réel. Et c'était suffisant pour clore ce chapitre de ma vie de la bonne manière.